Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Europe, le magazine européen de la rédaction de TV78. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée. Et pour cette reprise, justement, nous allons aller dans un lycée francilien, le lycée Louis Bascan de Rambouillet, plus précisément, où près de 750 tablettes et PC portables ont été distribués à l'ensemble des élèves de seconde. Une rentrée numérique impulsée par la région Île-de-France et financée en partie par les fonds structurels européens et qui s'avère très utile en cas de cours à distance notamment. Othman Nasrou, élu d'opposition à Trappes et conseiller régional, est le nouveau vice-président de la région Île-de-France en charge des affaires internationales et européennes. L'occasion pour nous de le rencontrer dans son bureau et de lui poser 3 questions sur son nouveau poste et sa vision du sujet européen. La vision et l'avenir de l'Europe, il en était également question, c'est évident, dans le discours de l'Union d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Les détails de ce discours et le reste de l'actualité européenne en bref, c'est à suivre à la fin de cette émission. Ils sont presque nés avec et peuvent désormais l'utiliser pendant leurs cours. Le numérique gagne les rangs du lycée en région Île-de-France pour cette rentrée 2020. L'ensemble des élèves de seconde se sont vus remettre des ordinateurs portables ou des tablettes, une accélération numérique cofinancée par la région Île-de-France et par les fonds structurels européens. Depuis 2 ans, c'est un total de 340 000 équipements qui ont été distribués. Reportage au lycée Louis Bascan de Rambouillet. Ce ne sont plus désormais des manuels scolaires qui s'entassent, mais des PC portables pour débuter les cours. Et voici votre PC. Bonne rentrée. Comme plus de 130 000 lycéens cette année, ces élèves des Yvelines profitent du virage numérique de la région Île-de-France. Les très lourds et encombrants manuels sont ainsi remplacés par un PC plus pratique à transporter, plus adapté à l'époque aussi. Ça leur permet surtout d'être dans un travail actuel, collaboratif. Ils peuvent échanger des fichiers entre eux avec leurs enseignants, les contacter aussi. C'est l'utilisation de logiciels qui va leur servir aussi dans leur vie professionnelle plus tard et qui les prépare à leur vie étudiante. En terminale, Elodie, Kylian et Ludvila utilisent depuis 2 ans leur ordinateur au lycée, une aubaine surtout pour prendre et suivre leurs cours. Sur le fond du travail, manuel papier ou manuel numérique, ça va pas changer parce que le contenu va être le même. Ce qui va avoir un petit avantage au niveau du numérique, c'est qu'on va pouvoir stabiloter des fois sur l'écran avec des outils spécifiques et faire des captures d'écran pour les intégrer à notre cours. Quand les profs nous demandent ramenez votre PC, on va avoir besoin pour les TP, pour avoir une prise de notes beaucoup plus facile parce qu'ils nous transmettent des dossiers par PC la veille, comme ça on a le temps de les télécharger pour pas avoir un problème d'internet le jour même. Voulue par la région et cofinancée par les fonds européens, cette numérisation de l'enseignement secondaire est aujourd'hui validée par la situation sanitaire. Le contexte dans lequel nous sommes montre l'utilité d'avoir un outil numérique. C'est très important parce qu'ils vont avoir peut-être, j'espère pas qu'au lycée Louis Bascan, qu'il y ait demain une fermeture de classe, mais si des cas de Covid supérieurs à 3 par classe arrivaient, les enseignants ne seraient pas déconnectés de leurs étudiants et ils pourraient continuer le recours pédagogique. En l'espace de 2 ans, 340 000 tablettes et ordinateurs ont été distribués dans toute l'Île-de-France. S'ils ne déménagent pas dans une autre région, les lycéens pourront garder leurs ordinateurs une fois le bac en poche. Du nouveau à la gouvernance de la région Île-de-France, Othman Nasrou, élu des Yvelines, est devenu au cœur de l'été le premier vice-président en charge des affaires internationales et européennes. C'est donc lui qui a désormais la tâche de promouvoir la région et de gérer les fonds structurels européens. Il succède à ce poste à Stéphanie Van Heuve. Nous avons profité de l'occasion pour aller l'interroger dans son bureau, lui poser 3 questions, notamment sur sa vision de l'Union européenne. Je suis très honoré de la confiance de la présidente de la région Valérie Pécresse et des élus de la majorité régionale qui m'ont élu comme premier vice-président avec effectivement une mission sur l'international. Je connais puisque je l'avais occupé en début de mandature, mais également sur les affaires européennes. On a des défis majeurs en termes de fonds européens pour que la région récupère toujours, et c'était un engagement de campagne, un maximum d'argent
au bénéfice des Franciliens pour qu'on ait évidemment des investissements importants sans prendre cet argent dans la poche des Franciliens. Donc l'enjeu des fonds européens est un enjeu majeur et je suis très honoré qu'en tant que premier vice-président, j'ai cette responsabilité aujourd'hui. Je suis un jeune élu qui croit en l'Europe, qui pense que c'est à la fois une belle idée et une nécessité dans le monde d'aujourd'hui, qu'on a besoin de cet ensemble et qu'on a une communauté de valeurs avec d'autres pays européens et que c'est important qu'on puisse travailler ensemble et mettre en commun un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que tout fonctionne bien en Europe, il y a des choses à améliorer aussi pour que l'Europe soit forte et soit encore plus utile qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais elle est utile et il ne faut pas croire tous ceux qui expliquent que l'Europe est la cause de tous nos maux. C'est souvent nous-mêmes en France qui ne prenons pas toujours les bonnes décisions alors qu'à l'échelle européenne, il y a des financements qui existent et c'est ce qu'a fait la région typiquement en allant chercher des crédits européens que nous n'allions pas chercher suffisamment avant. Donc l'Europe, c'est une belle chose et on peut l'améliorer encore pour que ce soit encore plus utile pour le quotidien des Franciliens et des Français. En ce moment, il y a une discussion sur un plan de relance européen qui viendra apporter aussi des moyens financiers, mais déjà à l'origine, les fonds européens, ce qu'on appelle les fonds structurels, représentent plusieurs centaines de millions d'euros. Sur la période actuelle, de 6 années, ça représente un peu moins de 500 millions d'euros qui sont effectivement mobilisés pour financer des projets en Île-de-France. En ce moment, nous sommes par exemple en train de distribuer des tablettes et des ordinateurs dans tous les lycées d'Île-de-France. Tous les élèves entrant en seconde auront un matériel numérique qui leur est offert par la région. Une partie de cet investissement est couvert par des fonds européens. Donc c'est de manière extrêmement concrète de dire pourquoi aujourd'hui ces investissements-là sont utiles et viennent nous permettre de faire encore davantage au service des Franciliens. Le sujet majeur, c'est de réfléchir et de travailler à la prochaine programmation des fonds européens, à la période qui vient, de 2021 à 2027, pour qu'on ait à la fois une enveloppe financière à la hauteur des défis qu'on a encore à relever en Île-de-France, qu'on simplifie les procédures, parce que les fonds européens, c'est une mécanique compliquée qui met du temps, et nous aimerions simplifier par rapport à ce dont on a hérité, qui nous a fait parfois perdre un certain nombre de crédits en Île-de-France. Il faut que tout ça soit simplifié, et puis pour en faire bénéficier un maximum de porteurs de projets dans la période à venir, pour qu'on continue de préparer l'Île-de-France de demain. Son discours était très attendu. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a tenu le 16 septembre dernier son premier discours sur l'état de l'Union devant les parlementaires à Bruxelles. L'occasion pour elle, 1 an après son élection, de poser les bases de sa vision de l'Union européenne et de s'exprimer sur les sujets d'avenir très nombreux, climat, numérique ou encore Covid-19. Les détails de ce discours avec Nicolas Dandry. C'est un discours de l'état de l'Union dans un contexte particulier devant le Parlement européen de Bruxelles. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a détaillé sa vision de l'Union européenne post-Covid-19 en fixant plusieurs priorités. En premier lieu, la santé des Européens. Nous devons donc continuer à affronter cette pandémie avec la plus grande prudence, la plus grande responsabilité et la plus grande unité. Pour moi, c'est une évidence, nous devons construire une Union européenne de la santé qui soit plus forte. Conséquence de la crise sanitaire, l'Union européenne a traversé un choc économique. De nombreux emplois ont pu être sauvés grâce au chômage partiel financé par les 90 milliards d'euros du programme européen SURE. Et la Commission souhaite aller plus loin dans la protection sociale. La Commission présentera donc une proposition législative en vue d'aider les États membres à mettre en place un cadre pour les salaires minimums. L'Union européenne de demain passera par une transition environnementale. La Commission fixe comme objectif d'atteindre la neutralité carbone pour l'Europe d'ici à 2050. Près de 30% des 750 milliards d'euros du plan de relance seront consacrés à l'environnement. La Commission européenne propose de porter l'objectif de réduction des émissions pour 2030 à au moins 55%. Nous améliorerons l'échange de droits d'émission, promouvrons l'utilisation des énergies renouvelables, améliorerons l'efficacité énergétique et réformerons la fiscalité sur l'énergie. Mais la mission du Pacte vert pour l'Europe va bien au-delà de la réduction des émissions. Elle vise à assurer une modernisation systémique de notre économie, de notre société et de notre industrie. Autre priorité de l'Union européenne, le numérique. 20% du plan de relance seront investis dans ce secteur. Plusieurs projets dont la création d'un cloud européen et d'une identité électronique européenne pour sécuriser les données, le développement des connexions rapides ou de la prochaine génération de superordinateurs.
Et suite à ce discours sur l'état de l'Union, la Commission européenne a dévoilé le 23 septembre sa nouvelle feuille de route pour gérer les flux migratoires. L'institution souhaite notamment accélérer les procédures aux frontières extérieures du continent et renforcer la solidarité entre les États membres en cas de crise, avec notamment l'instauration d'un système de contribution flexible dans l'accueil des migrants. Ce nouveau pacte a pour objectif d'éviter le scénario du pire, celui de 2015 et les pressions migratoires sur les pays du sud du continent. Le reste de l'actualité européenne, c'est en brève en images avec une session plénière du Parlement européen à Bruxelles et la démission d'un commissaire européen. Initialement prévu à Bruxelles fin septembre, le Conseil européen se tiendra finalement les 1er et 2 octobre après la mise en quarantaine de son président Charles Michel. Les 27 dirigeants des États de l'Union européenne discuteront des moyens pour relancer le marché unique après la crise de la Covid-19. Ils souhaitent notamment accélérer la transition numérique de l'Europe, une ambition qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance de 750 milliards d'euros décidé en plein cœur de l'été. Autre sujet de discussion, les tensions avec la Turquie en Méditerranée. Les 27 ont rappelé récemment leur solidarité avec la Grèce et Chypre suite aux désaccords survenus avec Ankara sur le partage des eaux territoriales sur fond de recherche d'hydrocarbures. Les députés européens, quant à eux, se sont bien réunis pour leur session plénière mi-septembre à Bruxelles. Les eurodéputés ont notamment apporté leur soutien à l'opposition biélorusse suite aux soupçons de fraude électorale survenus lors des élections présidentielles. Les parlementaires ont réclamé la tenue d'un nouveau scrutin et la mise en place de sanctions contre le président contesté, Alexandre Loukachenko. Changement de tête parmi l'équipe des commissaires européens. L'Irlandais Phil Hogan a été contraint de démissionner fin août de son poste en charge du commerce. Une décision prise suite aux critiques qui ont suivi sa participation à un dîner de gala. En dépit des restrictions sanitaires imposées par son propre pays, Phil Hogan a été remplacé par sa compatriote Mairead McGuinness, qui était jusque-là vice-présidente du Parlement européen. Ils ont marqué malheureusement l'actualité ces derniers jours, l'actualité sportive, mais pas que. Le PSG et l'OM se sont accusés mutuellement d'insultes à caractère raciste et homophobe après le match qui a opposé les deux équipes le 13 septembre dernier. Le racisme comme l'homophobie, ce sont deux problèmes majeurs dans le football depuis de très nombreuses années. La lutte contre ces deux fléaux ont poussé de nombreux pays européens à prendre des mesures pour lutter contre, comme nous l'explique Olivier Janouex, le responsable du centre information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Les réponses apportées à l'homophobie dans les stades en Europe sont variées. L'Espagne est le 3e pays au monde à avoir autorisé le mariage homosexuel. C'était en 2005. Et pourtant, les supporters ne semblent pas très tolérants. La Ligue espagnole a édité un guide de bonnes pratiques et recommande la tolérance zéro envers les discriminations. Un rapport est aussi transmis chaque semaine avec une retranscription des insultes proférées dans les stades et suggère des sanctions. Mais les recommandations sont rarement suivies. Ces dernières années, certains clubs et joueurs ont pris des initiatives. Des footballeurs ont ainsi lacé leurs crampons avec des cordons arc-en-ciel, symbole de la cause LGBT. Et un club de Madrid, en 2e division, a adopté un maillot barré d'une bande arc-en-ciel. En Allemagne, pas ou peu de polémique autour de l'homophobie dans les stades. D'ailleurs, un ancien international, Thomas Hitzberger, qui a fait son coming out, travaille comme consultant à la télévision publique. Ce sont surtout les manifestations d'extrême droite dans les stades qui posent problème. La société allemande est assez en avance sur la question de l'homosexualité. Cependant, cette ouverture d'esprit a ses propres limites puisque déclarer son homosexualité pour un joueur reste quand même un sujet tabou. En Angleterre, les autorités sévissent lourdement contre le racisme. La sanction peut aller jusqu'à l'exclusion à vie. En revanche, l'homophobie n'est pas perçue comme un problème dans les stades. Mais une étude de l'association Kick It Out a montré que les discriminations homophobes étaient en augmentation. Sur la période 2017-2018, 111 incidents ont ainsi été recensés. Enfin, en Italie, ce n'est pas forcément dans les stades que l'homophobie se manifeste, c'est plutôt en dehors. Par exemple, un joueur a été suspendu de la Coupe d'Italie pour avoir qualifié son entraîneur de PD. Un autre joueur international a dû s'excuser après avoir déclaré qu'il n'espérait qu'il n'y aurait pas d'homosexuels en sélection. Le racisme est beaucoup plus problématique en Italie où les incidents sont très fréquents. Les supporters adressent par exemple des cris de singe à certains joueurs. C'est la fin du 7-8 Europe. Retrouvez tous ces modules et reportages sur le site de TV78 ou sur les réseaux sociaux de la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très rapidement fin octobre pour un nouveau numéro du 7-8 Europe. À très vite.